Moi, Alain Gabriel, j'ai percé le mystère qui entoure le livre de l'Apocalypse. J'ai découvert que derrière les scènes effroyables qui sont décrites, il y a, bien caché, le plan d'assemblage d'une structure agissante extraordinaire, permettant de ressentir des sensations physiques et psychiques extrêmement bienfaisantes et porteuses d'espoir. J'ai trouvé comment décoder ce plan crypté si mystérieux, ce qui m'a permis de construire cette œuvre d'art aussi exceptionnelle, l'Extasium. Bonsoir mes amis, je vous ai parlé du premier effet extatique ou de relaxation intensive que procure l'Extasium. Mais il y en a d'autres, et on devrait plutôt parler de phénomènes. Après une séance d'animation du tableau, des gens se sont mis à chanter spontanément, des chants qui ne ressemblent à rien de terrestre. Au début, c'était plutôt des sons bizarres que des chants auxquels je ne participais pas. Mais en poursuivant les expériences, ces sons se sont modulés de plus en plus pour devenir réellement des chants dans lesquels je me suis finalement intégré. Progressivement, un processus s'est installé. Au début, les gens arrivaient après, ou même pendant, la contemplation du tableau, animé par différentes musiques. Puis, on a préféré le contempler, éclairé de diverses façons, en couleur, un moment, sans animation et dans le silence. C'était parfait à chaque séance, mais on ne se souvenait de rien après. C'est ce qui m'a conduit à traiter l'acoustique de la salle pour pouvoir capter ces chants le plus fidèlement possible, tant ils sont étranges et qu'ils ressemblent à ce qui était décrit dans le livre de l'Apocalypse. Le challenge était particulièrement difficile, car la salle a des proportions nuisibles en acoustique. Les chanteurs ne se tenaient pas devant les micros, mais se déplaçaient à parfois plusieurs mètres. En plus, la pièce devait se transformer en auditorium pour écouter la musique enregistrée, ce qui ne se fait jamais tant les difficultés sont grandes. J'ai quand même réussi à aboutir, mais seulement au bout de 37 ans de recherche et la 83e version de cette structure acoustique si difficile à réaliser, mais apportant des joies extraordinaires. On n'a jamais réussi à déterminer qui pouvait chanter. Il suffisait d'en avoir envie, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi persévérer. Au fil du temps, une trentaine de personnes de tous horizons ont participé à ce qui est devenu le groupe Dreammaker. Puis, comme elles provenaient du monde entier, elles retournaient chez elles. Et finalement, je me suis retrouvé seul à continuer. En analysant le phénomène, on a l'impression que l'image du tableau, dont je rappelle qu'il représente le début du livre de l'Apocalypse, suivant mon interprétation, résultat de mes expériences, couplé à l'acoustique très particulière de la salle, établit une connexion mentale avec un autre Internet, dans une autre dimension, et que quelqu'un se sert de nous comme d'instrument. Je ne sais jamais ce que je vais chanter. J'ai l'impression de me dédoubler. Une part chante et l'autre pense à toute autre chose. À chaque fois, c'est toujours parfait. Et cela me procure un grand bonheur, une sensation d'amour. Vous pouvez me voir chanter en allant sur Facebook dans mon groupe Alain Gabriel Club Extasium ou en vous rendant sur mon site extasium.fr. En parlant d'amour, je vais vous raconter mon premier grand amour. Après avoir passé le BEPC avec succès à la fin de la troisième, je n'avais plus envie de poursuivre les études. Mon père m'a alors proposé d'entrer dans l'école professionnelle de la SNECMA. Il la connaissait bien, car il avait longtemps travaillé dans cette usine d'aviation qui fabrique des réacteurs et en connaissait le sérieux. Il avait réussi, avec une associée, à monter une petite entreprise d'affûtage de précision.
Et on pensait que je pourrais le seconder après cette école. Or, le destin est intervenu. Il n'y avait plus de place dans les professions comme fraiseur ou tourneur qui correspondaient à son activité. Seulement en chaudronnerie, dont on dit qu'elle forme les artistes de l'industrie. Plutôt que de réaliser des pièces aux mesures très précises, j'appris à exercer et développer mon intuition, base de toute création artistique. Après le collège, à 20 minutes à pied de chez moi, et aux horaires pas trop chargés, le changement fut brutal. Le trajet était beaucoup plus long. 10 minutes à pied jusqu'au métro, puis long trajet avec changement à Châtelet, et encore 10 minutes jusqu'à la porte de l'usine, où des gardiens en uniforme réclamaient notre carte d'identité, même s'ils nous reconnaissaient. Elle n'existe plus. Et à la place ont été construits des logements pour les gendarmes, boulevard Kellermann, face au stade Charletti. Je devais encore marcher dans l'usine. Puis il fallait grimper les 7 étages à pied dans un escalier métallique brûlant et arriver en haut essoufflé. Il fallait pointer sur une carte en bleu, une seconde de retard, et c'était en rouge. Plusieurs rouges, et on devait revenir en col le samedi matin. On passait 9 heures par jour à l'école, soit 45 heures par semaine. Le premier contact avec l'atelier fut très bruyant, avec une trentaine de garçons tapant avec différents marteaux sur de la ferraille. On devait porter des boules pièces en cire dans les oreilles pour que ce soit supportable. Nous avions des cours inhabituels dans une école d'apprentissage, car nous étions dans une usine qui rêvait de voler. Technologie, histoire de l'aviation, météorologie, aérodynamique, traitement des surfaces, traçage de chaudronnerie. Ces 3 derniers m'ont été très utiles beaucoup plus tard pour mes recherches sur le son. J'ai appris à travailler avec mes mains, ce qui a été une préparation sérieuse pour ce que j'allais entreprendre. Les vacances arrivaient. Je suis parti dans un camp de jeunes organisé par le comité d'entreprise de la SNECMA à La Ciotat. Autre signe prémonitoire, car c'est là que fut tourné le premier film des frères Lumière avec l'arrivée du train dans la gare. Ce qui a un rapport évident avec ce que je réalise actuellement. Et autre signe ou coïncidence, j'habite tout près de l'endroit où était installé, place de la République à Paris, le diorama de Daguerre, ancêtre du cinéma. On dormait dans des tentes de 10. Je découvrais la Méditerranée dont je suis toujours amoureux. Un jour, à la plage, je m'étais éloigné du groupe et je vois 3 filles jouant au baby-foot. La plus jolie, une brune, me demande si je voulais faire le 4e. C'est à ce moment-là que nous sommes tombés amoureux. Encore un coup de foudre. Pour se voir, je devais m'esquiver du groupe avec qui j'aurais dû rester et on allait à l'écart pour s'embrasser sans fin. Un jour, elle me demande si je l'aimais. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai répondu oui. De retour à Paris, on a correspondu presque chaque jour. Je guettais le facteur. Ma mère était amusée d'observer ce premier amour de son grand-fils. J'attendais avec impatience le retour des vacances pour la retrouver. Que deviendrait ce grand amour? Je vous le raconterai dans le prochain épisode.